Vous écoutez France Culture. Une vie, une œuvre, merci d'être là pour un portrait en écho aux commémorations de la Première Guerre mondiale, celui de l'écrivain allemand Ernst Junger, 1895-1998. Il y a exactement 16 ans, disparaissait Ernst Junger à l'âge de 103 ans, bien après la plupart des anciens combattants de sa classe d'âge et malgré de nombreuses blessures subies au cours de ces 4 années passées sous les bombes entre 14 et 18 et qu'il raconte dans Orage d'acier, le livre qu'il a fait connaître à l'âge de 25 ans. Homme indestructible, hors du commun, capable d'affronter la mort de multiples manières, voilà l'image qui semble le définir, presque celle d'une machine, comme s'il était lui-même devenu ce travailleur, cet homme nouveau qu'il appelait de ses voeux, dans un texte éponyme de 1932 et qui restera l'un des plus contestés de l'écrivain. Car Junger n'a jamais caché ses positions antidémocratiques, et s'il a su se tenir à l'écart du parti nazi au moment où ce dernier prenait le pouvoir, il a sans doute aussi contribué à favoriser, par ses écrits, un état d'esprit propice à son avènement. La place de Junger dans le panorama politique et intellectuel de l'Allemagne au siècle dernier est ambiguë, vous allez l'entendre dans ce portrait d'un penseur, mais aussi d'un homme et d'un écrivain, par Mathieu Garrigou-Lagrange et Lionel Quentin. Une génération qui, comme la nôtre, avait derrière elle une longue période d'ordre et de légalité, éprouve pour les choses extraordinaires une véritable soif qu'augmente encore la littérature. C'est ainsi que parmi d'autres questions, celle-ci nous avait préoccupés. Quel est l'aspect d'un paysage lorsqu'on laisse les morts sur la terre ? Est-ce que c'est une apologie du sacrifice du soldat ? En allemand, figurez-vous, je reviens toujours à la langue, vous ne pouvez pas distinguer sacrifice et victime. Das Opfer, c'est à la fois l'un et l'autre. Et tout est dit. En effet, il y a un côté sacrificiel. Vous savez que on sait qu'aujourd'hui, l'archéologie prouve que les sacrifices humains existaient encore vers 800, après Jésus-Christ, dans l'Est de l'Allemagne. Donc l'Allemagne a été assez tardivement christianisée, à partir de Charlemagne, donc très tard. Et il y a probablement quelque chose qui flotte. Ce que je dis est terrible, mais il se peut qu'il y ait un relent de quelque chose de sacrificiel, et il se peut qu'il y ait... Il y a longtemps que je n'ai pas lu, je vous avoue, je n'aime pas beaucoup le relire Junger, et il y a quelque chose certainement de cet ordre-là. Il n'y avait plus qu'à choisir entre la captivité et une balle. Le moment était venu de montrer si ce que j'avais dit bien des fois à mes hommes les jours de repos au sujet du combat était quelque chose de plus que de simples phrases. Je rampais hors de ma tranchée et me dirigeais en chancelant sur Favreuil. 2 Anglais qui ramenaient vers leur ligne un groupe de prisonniers du 99e se mirent en travers de ma route. Je mis mon pistolet devant le corps du plus proche et j'appuyai sur la détente. Il s'aplatit comme les bons hommes des baraques de tir. L'autre me tira un coup de fusil à bout portant sans m'atteindre. Ces mouvements brusques avaient chassé le sang de mon poumon en pulsations pressées. Je commençai à respirer plus librement et je me mis à courir le long de la tranchée. Derrière une traverse, le lieutenant Schläger était tapi au milieu d'un groupe qui tirait. Ils se joignirent à moi. Quelques Anglais qui traversaient le terrain s'arrêtèrent, mirent un fusil Lewis sans batterie et tirèrent sur nous. Tous furent atteints, sauf moi, Schläger et 2 hommes. La perte de sang continue me donnait la liberté de mouvement et la légèreté de l'ivresse. Une seule pensée me préoccupait. J'avais peur de tomber d'épuisement avant d'arriver au bout. En 1918, au cours de l'été 1918, Jung a été blessé, et donc il était encore bien faible, mais il demande à revenir sur le front. Et donc on lui fait passer un examen médical, et les médecins le trouvent encore faible. Il dit mais non, je vais très bien, d'ailleurs je vais vous le prouver, et je vais sauter par-dessus ce fauteuil. Donc il prend son élan, il saute par-dessus le fauteuil, et là il tombe à terre et on est obligé d'appeler une ambulance pour le ramener à l'hôpital. Le mythe Ernst Junger débute donc en 1914.
Véritable héros de la Première Guerre mondiale, décoré de la plus haute distinction au sein de l'armée allemande à moins de 25 ans, légende dans les tranchées, Jünger semble pourtant capable d'un étrange retrait au milieu des bombes, tout à la fois en première ligne et semblant, dans le même temps, ne pas être réellement présent. Julien Hervier, biographe et traducteur de Jünger. Il y a des passages tout à fait étranges où, pendant la guerre, où il était dans l'horreur absolue de la Première Guerre, là, qu'on n'a jamais oublié, mais qu'on redécouvre à cause du centenaire, il dit que les lectures qu'il faisait, c'était presque aussi important que les bombardements auxquels il était soumis. C'est-à-dire il lit un roman de Stern, il est blessé, il retrouve à l'hôpital le roman de Stern, il a l'impression que c'est le roman de Stern qui est la vraie réalité et que le bombardement où il est quelque chose qui est comme un intermède. Je pense qu'il était pris dans le feu de l'action. C'est après la guerre qu'il a commencé à réfléchir. On le voit bien quand on lit les carnets de guerre que vient de traduire Julien Hervier. On voit bien comme il est naïf encore à cette époque-là et comme il se pose peu de questions. Tellement, il est sûr, oui, que ce qu'il fait est juste. Mais pourquoi ? Parce que il agit en fonction de ce qu'on lui a appris dans les années d'avant-guerre. C'était pas uniquement ce qu'on lui a dit à l'école, puisque il n'était pas un élève particulièrement studieux, mais c'était toute une ambiance. Quand on est dans une atrocité telle que la Première Guerre mondiale, un des premiers problèmes, c'est de savoir si on va tenir. Il y avait des gens qui devenaient fous. Et donc, il affronte ça. Mais il a la chance d'avoir un tempérament courageux. Et donc, il y a un côté un petit peu glacial chez lui, parce qu'il veut surtout tenir le coup devant l'adversité. Il y a une inconscience. Vous savez, là, dans notre présent immédiat, il y a une chose terrifiante dans toutes ces batailles et ces guerres civiles, sont les enfants soldats. Jünger a 19 ans. D'ailleurs, il écrit déjà remarquablement ses journaux de guerre, ses vrais carnets avant d'avoir retravaillé plus tard. C'est par moments vraiment un gamin. Il y a un petit fugueur qui a peur d'être calé au bac. Il est libéré de son angoisse du bac, on lui fait passer un bac d'urgence et là il va se battre et c'est ce qu'il voulait de l'aventure. Alors il verra que c'est autre chose que ce qu'il pensait. Mais d'une certaine façon, c'est un jeune inconscient qui aime se battre. Et alors il y a des passages qui moi me terrifient, c'est-à-dire il y a des passages où il tire sur les Anglais et on a l'impression d'être, ce qui n'existait pas à l'époque, un jeu électronique. Alors les Anglais, d'ailleurs, où il y a des gens jeunes aussi, jouent le jeu de leur côté. Alors ils s'amusent, ils mettent des cibles, ils se tirent dessus. Puis il y en a un, il y a la tête qui passe, il dit « j'ai tiré dessus, il n'est pas revenu, il doit être mort, tant mieux, j'ai gagné. » Oui, ça fait froid dans le dos. Et donc il y a ce mélange de montrer qu'on peut tenir le coup dans une situation exceptionnelle et d'enfantillage meurtrier. Orage d'acier est un livre incroyablement prenant, qui n'est pas du tout le livre de Jünger qui, moi, me fait le plus d'effet. François Sureau est avocat et écrivain. J'ai tendance à penser qu'on ne peut pas écrire sur la guerre, et que si l'on doit écrire sur la guerre, c'est certainement lui qui a écrit, bizarrement d'ailleurs, avec un livre de Genevois qui s'appelle Ceux de 14. C'est probablement Jünger qui en a écrit la chose la plus étonnante, la plus minérale, la plus cosmique, vous voyez, la plus inhumaine, d'une certaine manière. Et Orage d'acier me frappe comme me frappent les chants de Maldoror, quoi. Vous voyez, il y a un côté presque absolument irréel. Et c'est pas du tout ce que je préfère lire de Jünger. Moi, je préfère lire les journaux. Je me souviens dans une conversation que j'avais eue avec lui, je l'ai rencontré à la fin de sa vie par Christian Bourgois, l'éditeur que j'aimais beaucoup, qui avait été son éditeur. Et puis après, on s'est un peu vu, on s'est écrit des lettres. Et de temps en temps, quand il venait à Paris, on se voyait. Et un jour, il vient à Paris, on déjeune ensemble, et c'est Orage d'acier qui me fait penser à ça. Et il me demande dans quelle arme j'ai servi. Et je lui dis, j'ai servi dans la cavalerie, dans les blindés.
Alors, il avait à l'époque près de 100 ans. Il était évident pour lui qu'un type qui n'était pas un adolescent devait nécessairement avoir connu une guerre, vous savez, par l'effet d'écrasement des générations. Et il me dit dans les blindés, mais vous n'aviez pas peur de périr, brûlé à l'intérieur de votre char? Et lui, vous savez, sur la frontière belge en 1978, en tant qu'appelé du 12e régiment de chasseurs, les chances de périr brûlé dans mon propre char étaient quand même singulièrement réduites. Et là, il éclate de rire, il dit « Ah oui, pardon, excusez-moi, je n'avais pas réalisé ». Et il m'explique qu'en effet, sa crainte à lui avait toujours été de mourir brûlé, étouffé, enfermé, et non pas de mourir à l'air libre. Et d'ailleurs, cette confidence m'a fait lire Orage d'acier après de manière radicalement différente. Au début de la guerre, nous avons pris d'assaut une maison qui avait été une auberge. Nous avons envahi la cave barricadée, luttant dans le noir comme des bêtes qui se prennent à la gorge, alors que déjà la maison brûlait au-dessus. Soudain, déclenché sans doute par la chaleur de l'incendie, on entendit là-haut le piano mécanique qui démarrait comme un automate. Jamais je n'oublierai, mêlé au rugissement des hommes, aux prises et aux râles des mourants, les flonflons insouciants de cette musique de danse. Ça dit quelque chose également de sa simplicité, c'est-à-dire que moi, il y a une chose qui me frappait énormément quand on le voyait, c'est le contraste entre l'extrême intelligence et l'extrême sensibilité du journal. Il y a chez lui une sensibilité à certains égards presque proustienne, curieusement. Et le côté assez rugueux et massif du Hartz de sa personne. Il y avait une sorte de contraste qui était assez... il ponctuait de temps en temps ses phrases d'une espèce de « ha » comme ça, qui évoquait plutôt le hussard prussien plutôt que l'officier élégant qui se promène chez Madame Gould. C'est longtemps que je n'ai pas parlé français. 1993. Mais je voulais vous dire que je suis heureux d'être invité par le 2e régiment de la Légion étrangère. Naturellement, l'invitation m'a un peu gêné, étant donné que je n'étais pas un légionnaire comme il faut. Mais ils m'ont rassuré, ils m'ont dit « Nous ne vous invitons pas comme légionnaire, mais comme auteur qui a écrit Le cœur aventureux ». Alors, j'étais heureux que j'avais l'occasion de revoir des vieux camarades il y a 70 ans que je ne les ai pas vus, et maintenant je suis là. À 17 ans, Junger, adolescent allemand qui vit presque exclusivement dans les livres, s'engage dans la Légion étrangère française, avec l'intention de déserter dès qu'il sera en Afrique. Julien Hervier. Alors, il avait envie d'aventure, et il y a une chose qui me paraît avoir été très importante dans sa psychologie. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait tout pour sombrer dans une espèce de bovarisme. Pour nous, c'est un concept majeur. C'est-à-dire les gens qui rêvent leur vie à travers la littérature, au lieu de la vivre, qui est une tendance redoutable, enfin, qui peuvent flanquer des vies entières par terre. Et Madame Bovary, ce qui fait l'échec de toute son existence, c'est qu'elle s'imagine qu'elle serait mieux dans le monde de Paul et Virginie. Elle n'y va jamais, elle ne se rend pas compte de ce que ça pourrait être. Et Junger, il pense que l'Afrique, c'est le pays de l'aventure, des trésors, des mirages. Il va voir. Une fois qu'il va voir, il est mis en présence de la désillusion. Il y a un passage extraordinaire, il a raconté son aventure dans Jeux africains, il est sur une plage, il rêve, et tout d'un coup, il voit se déverser sur la plage une sorte de trésor, des escarboucles, ça brille, il a l'impression d'être dans les Mille et une nuits. C'est un grand lecteur des Mille et une nuits aussi. Alors il s'approche, il se rend compte qu'il est au bas d'une falaise sur laquelle se trouve une petite usine qui vient de déverser toutes ses scories. Donc voilà, son rêve de trésor de Golconde et de Mille et une nuits, c'est des déchets renvoyés par une usine.
Il y a chez Junger une conscience extrêmement aiguë de l'invisible, c'est-à-dire du fait que globalement ce monde-là n'est pas le bon, et est en quelque sorte le reflet, l'ombre projetée, de manière un peu platonicienne, d'un monde réel, bénéfique et sympathique et qui existe par ailleurs. Et au cours de sa vie, il envisageait plusieurs manières de faire se rejoindre le visible et l'invisible. D'abord dans le fracas terrible de la Première Guerre mondiale, avec ce livre Orage d'acier, dont Borges pensait que c'était l'un des plus grands livres du XXe siècle. Non pas, contrairement à ce qu'on a dit, parce qu'il magnifierait l'héroïsme militaire, mais plutôt parce qu'il donne l'impression de la perception d'un au-delà du monde dans des circonstances tragiques, qui en fait véritablement la valeur littéraire. Donc je crois qu'il y a ce premier élément qui est l'idée de la traversée des apparences. Mais Junger ne va pas rester très longtemps légionnaire, son père le ramènera rapidement chez lui. Un père omniprésent, omnipotent, un libre penseur qui sait prendre des risques et qui déclarera, sûr de lui, quelque temps avant sa mort, « Mes chers enfants, que ferez-vous quand je ne serai plus là ?» Daniel Beltran-Vidal. Il y avait ce que Jung appelle les Tischgespräche, c'est-à-dire qu'au cours du repas, le père parlait des grandes figures qu'il avait impressionnées, en particulier Napoléon et Bismarck. Et dans son journal, il fait une remarque. Un jour, il lit une biographie de Bismarck et il dit finalement, je n'ai rien appris de plus que ce que mon père nous avait dit lors des discussions à la table. Alors, c'était une brute en affaires, le père, c'est comme ça, puisque tous ces gens viennent d'origine modeste, et il s'était construit une jolie fortune, le père. C'est un homme extrêmement intelligent, actif, mais avec qui la discussion devait être impossible. Et une des choses très frappantes chez Junger, c'est que s'il n'est pas sur un champ de bataille, il a plutôt tendance à éviter le conflit et la discussion. Et il dit, moi je pensais autre chose, mais je n'ai pas voulu engager le débat avec mon père. Et alors, de façon très étrange et paradoxale, c'est dans des romans d'extrême vieillesse qui règlent, si je puis dire, son complexe d'Édipe. Alors, le complexe d'Édipe joue un très très grand rôle dans un livre qui s'appelle Le Lance-Pierre et d'un autre qui s'appelle Eumeusville, où là, on voit une espèce de détestation du père, alors qu'il a toujours dit que son père avait été parfait. Et son père était parfait, en quelque sorte. Quand il s'était engagé dans la Légion étrangère, ça risquait de tourner très mal. Il avait effectivement essayé de déserter, mais il s'était fait reprendre tout de suite. Et son père a réussi à le rattraper par la peau du cou, en invoquant le fait qu'il n'était pas majeur et que son engagement n'était pas valable. C'était un petit garçon très très mal à l'aise dans la vie, un adolescent ensuite. Il a inquiété ses parents parce qu'il avait des absences. Enfin, on l'a confié aux soins d'un psychanalyste, enfin ça n'est pas dit, mais c'est évidemment quelqu'un qui a utilisé des méthodes psychanalytiques. Il n'a pas voulu lui donner de médicaments, il le faisait parler, raconter ses rêves, donc il relevait de la psychanalyse comme petit garçon. Il passait ses nuits à lire des livres à la lumière de la chandelle, et donc le matin il était fatigué, et il avait beaucoup de mal à se concentrer à l'école. Donc c'est vrai qu'avec son frère Friedrich Georg Junger, il adorait se promener dans la nature, recueillir déjà des insectes, des cailloux, des herbes extraordinaires. Je dirais qu'en Allemagne, il y a aussi autre chose, il y a toute cette culture peu connue en France, des mouvements de jeunesse. Junger et son frère surtout sont en grande partie issus de ce qu'on a appelé les Wandervögel, les oiseaux migrateurs. C'est un immense mouvement qui, en 1901-2, je crois, d'un coup, dans la bourgeoisie, vide les lycées. Et c'est eux qui inventent tout le folklore américain, toute la musique folk vient en grande partie d'Allemagne. Les mouvements de jeunesse qui se baladaient dans les forêts, vivaient dans les fermes, etc., et avaient inventé toute une culture parallèle. Alors leur valeur, c'était l'authenticité, la fameuse Eigentlichkeit, c'était la fondation de la liberté sexuelle,
l'éloge de l'homosexualité, le fameux Breuer, dont personne ne sait en France, der Wandervogel als erotischer Mythos, le Wandervogel als erotisches Phänomen, comme phénomène érotique, et Wyneken, un certain Wyneken, W-Y-N-E-K-E-N, qui était célébrissime, dont un bouquin sur l'éloge de l'homosexualité et presque de la pédérastie a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, qui a fini par avoir un procès. Il y a en Allemagne, à cette époque, un énorme mouvement de subversion adolescente. Et on s'est arrangé, évidemment, pour liquider ces gens-là à Verdun. L'une des raisons de Verdun, c'est de liquider la jeunesse allemande. Je me suis un peu risqué, j'aime pas faire des hypothèses sur ce qui serait passé si le nez de Cléopâtre avait été plus court, mais je crois avoir dit récemment, au fond, si les Allemands avaient gagné la guerre, Jünger ne serait jamais devenu nationaliste. Mais comme ils l'ont perdu, il s'est senti blessé, il a été aussi très frappé par le fait que les anciens combattants allemands, qu'on n'appelait pas les poilus en Allemagne, étaient éventuellement très mal reçus. Et donc, ça a déclenché chez lui une espèce de volonté de défendre les victimes, de défendre, et même pas les victimes, les héros méconnus. Pour ces gens-là, l'objet d'horreur, et Jünger en particulier, les alte Kämpfer, les vieux combattants, c'était la République. Parce qu'on accuse la République d'avoir signé la paix avec la France. Or, c'est pas elle, c'est Guillaume II qui finalement signe la paix. C'est pas la République se trouve devant le fait accompli, et qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse ? C'était absurde. Donc les anciens combattants, en fait, estiment qu'on leur a volé quand même 4 ans de sacrifice. Vous savez ce qui est arrivé à l'Allemagne entre 14 et 18 ? Il y a une maison, une seule, détruite par un avion allemand qui a été atteint par un obus français qui est tombé sur une maison allemande. Il n'y a rien eu de détruit en Allemagne. L'Allemagne n'a jamais vu la guerre. La pauvre, elle la verra en 1942. Alors là, pas mal. Mais là, il ne faut pas oublier que le tiers de la France n'est plus qu'un champ de ruines absolu. La France est totalement éventrée. La Marne, la Haute-Marne, tous ces départements n'existent plus. Et les Allemands n'ont pas compris. Comment voulez-vous que ce pays intact comprenne qu'ils étaient vaincus ? C'était ça le grand problème. Il était tout prêt à refaire la guerre dans ses écrits polémiques, en gros entre 23 et 33. Enfin, quand il est sorti, parce qu'il est resté dans l'armée, il avait besoin de gagner sa vie. Et comme c'était un officier héroïque, on l'a maintenu dans la petite armée de 100 000 hommes de la République de Weimar. Et il a été un polémiste virulent, d'un nationalisme d'extrême droite virulent, là, ce que les Allemands appellent la Publizistik. Et là, tous les partis qui étaient opposés à la République de Weimar étaient des alliés possibles. Donc au début, il s'est dit qu'au fond, le Hitler et son parti pouvaient aider à mettre par terre la République de Weimar. Mais alors il s'est vite rendu compte de la médiocrité du personnel. Et une chose qui me frappe, c'est qu'il connaissait très bien Goebbels, qui était celui qui était chargé de l'attirer au parti. Voilà. Et donc il a vu la médiocrité de Goebbels. Il y a un truc frappant, il était allé à un meeting de Goebbels. Et il avait trouvé que Goebbels était un orateur remarquable. Et puis là, il disait aussi qu'il avait vu Goebbels pouvait être dans une salle où il y avait une majorité de communistes, d'ouvriers communistes. Et vous savez que les gens se battaient beaucoup. Entre les bruns et les rouges, il y avait des morts dans les rues. Et Goebbels avait la capacité de retourner un public. Et ce que Jünger lui a reconnu, il a toujours une grande admiration pour le courage. Il dit, ces gens-là étaient nuls, ils étaient médiocres intellectuellement, mais ils avaient ce qu'à l'époque en France on appelait du cran. Ils avaient du cran. Et donc ça lui donnait une certaine sympathie. Mais la vision de l'installation du nazisme au pouvoir lui a fait changer totalement son optique. Die Beine wollen können, ist es keine, wollen sie wieder flüchten.
Que faire alors dans cette Allemagne dont il n'approuve pas la nouvelle orientation politique ? De plus en plus, Junger se consacre à l'écriture. En 1923, il quitte l'armée pour entamer des études de sciences naturelles et prendre des cours de philosophie. Ses lectures vont dans toutes les directions, des théoriciens naturalistes du XVe jusqu'aux histoires de piraterie. Ses livres à lui commencent également à connaître un petit succès et lui permettent de vivre, quoique modestement, avec sa première femme Greta qui lui est entièrement dévouée. Parallèlement, Junger rédige des articles engagés dans la presse nationaliste. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il sera le plus proche, intellectuellement, du tout jeune parti nazi. Il rencontre Goebbels à plusieurs reprises et envoie à Hitler un livre dédicacé au Führer national. Nous sommes en 1926. Mais que pense-t-il d'Hitler ? Daniel Beltran-Vidal. Cela varie. Au départ, il est assez... il s'exprime de façon plutôt positive vis-à-vis du parti nazi, mais à l'époque, on ne pouvait pas savoir ce que le parti nazi allait être. Mais enfin, dans un autre texte, il pense que Hitler ne peut pas être le chef qu'il attend. Bien sûr, le chef qu'il voudrait voir à la tête du pays, c'est bien sûr un officier prussien. Ça lui conviendrait tout à fait. Junger n'a jamais été en rupture avec le nazisme, il a été en rupture partielle avec le parti, mais pas avec la perspective, qui est l'engloutissement de l'individu dans pas une collectivité, un ensemble de productivistes. Et Junger était fondamentalement en accord total avec eux. Il a été protégé par Hitler. On sait aujourd'hui, on a retrouvé Die Zeit, le grand hebdomadaire allemand, a publié il y a quelque temps une preuve que Hitler personnellement protégeait Junger. Et autant je rattache Junger au nazisme, pas au NSDAP, pas au parti, hein, attention, c'est un peu différent, autant c'est probablement l'extermination. Le mot choix commence à être un mot un peu trop utilisé. L'extermination lui était probablement étrangère. Dans ses écrits politiques, il y a 1 ou 2 articles sur le problème juif. Il y en a un qui se termine par une phrase que j'ai plus tout à fait en tête, mais qui dit « Les Juifs n'auront jamais leur place en Allemagne ». Mais il n'avait pas de mépris raciste pour les Juifs, il était sioniste en fait. Il trouvait que c'était nationaliste, donc chacun devait avoir sa nation, et les Juifs devaient avoir leur nation également. Je ne crois pas que chez lui, l'antisémitisme soit allé plus loin. En 1931, Ernst Junger publie son livre le plus proche des idées nationales-socialistes. Sous le titre « Le Travailleur », il en appelle à un État fort, antidémocratique, antilibéral et anti-bourgeois, ainsi qu'à une mobilisation de tous. Étrange texte, pas toujours clair, tant on comprend mal le dessein qu'il entend promouvoir. Peur d'être mal reçu, ou au contraire, peur d'être trop bien compris, Junger en tous les cas a refusé qu'il soit traduit en français jusqu'en 1994. Mon premier éditeur était le grand éditeur Christian Bourgois. Georges Arthur Goldschmidt. Qui a édité mes 2 premiers récits et qui m'a demandé de traduire. C'est comme ça que je suis tombé, entre autres, dans Handke. Et il voulait traduire le Travailleur de Junger. Alors je lui ai dit, Christian, faites pas ça. C'est un livre... Pourquoi ? Et j'ai relu à ce moment-là, parce que Junger a transformé le Travailleur. Il y a eu 14 éditions différentes. Et j'ai lu ce bouquin, et à ce moment-là, ça m'a confirmé tout ce que je pensais. Ce que le travailleur veut dire, tu n'existes pas, tu n'existes que dans la mesure où tu produis de l'énergie. C'est ce qu'il appelle la mobilisation totale. L'individu n'a aucun sens et s'il n'est pas inscrit dans un ordre de production. Et ça, c'est modulé de manière différente, toujours un peu la même d'ailleurs, tout à travers ce livre. Hein. Produire pour aller vers où ? Alors ça, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il ne le dit jamais. C'est jamais explicitement dit. Mais je ne crois quand même pas qu'il s'est laissé embarquer
Jusqu'au bout, d'ailleurs, il y a eu un divorce entre le NSDAP et lui. Parce que pour lui, le nazisme était probablement global plus qu'allemand. Je suppose qu'il avait une vision totale, alors que pour eux, l'Allemagne était am deutschen Wesen sollte die Welt genesen, dit-on en allemand. C'est l'être allemand qui guérira le monde. C'était étonnant comme phrase. Ça. Et Jünger, ça va plus loin que ça. C'est presque un nazisme, non pas politique, mais beaucoup plus gravement, un terme que récuseraient les philosophes, métaphysique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, ça, au-delà de l'Allemagne, ça vise l'ensemble de ce qui existe. Le renoncement à l'individualité ne se présente comme un phénomène d'appauvrissement que pour l'individu qui y voit sa mort. Pour le type, il constitue la clé d'un autre monde qui n'est pas soumis à une critique reposant sur les critères traditionnels. D'ailleurs, c'est une erreur de penser que le typique est d'un rang inférieur à l'individuel. Hallo, Fräulein. Bitte dünn auf 42,40. Moi, je pense que les deux lectures sont possibles. Ou bien, effectivement, on dit c'est un diagnostic sur l'empire technicien, ou le totalitarisme technicien, un diagnostic prophétique, puisque c'est en train de se passer. Ou bien on dit, comme moi, c'est ma version, je dirais, c'est quand même la vision d'une société qu'il souhaite, à l'époque, en 1932, quand ça paraît. Il y a une espèce de souffle, à la limite on pourrait parler d'un souffle même lyrique, et il y a une espèce d'utopie biotechnique, c'est quand il parle par exemple de l'alliance entre la technique, l'ordre technique et l'élémentaire, les forces élémentaires, une espèce de dionysisme technicien en quelque sorte. Le degré suprême de construction présuppose l'achèvement de la phase dynamique et explosive du processus technique qui se trouve pareillement, mais seulement en apparence, en contradiction avec la forme naturelle ou historique. Il existe de ce fait dans notre paysage des secteurs qui depuis 100 ans sont restés étranges pour l'œil. L'aspect du chemin de fer en offre un bon exemple par opposition aux moyens aériens. Disons que Jung a été antilibéral, comme tous les penseurs de la révolution conservatrice. Donc il a été attiré par la Russie et par son économie planifiée. Et donc ce qu'il prônait en fait dans Le Travailleur, qui est la dernière œuvre de son Ancien Testament, c'est un État qui aurait ressemblé à celui de l'Union soviétique. Mais c'est aussi un État qui finalement était encore, qui ressemblait encore beaucoup à l'organisation de l'armée. Il ne s'était pas encore dégagé de son expérience de la Grande Guerre. Donc ce national-bolchevisme, en fait, c'est quand même l'attente d'un État totalitaire. Quand on lit Jünger, on ne sait jamais, ou on ne sait pas souvent, si ce qu'il écrit est descriptif ou normatif. François Sureau. Il décrit la figure du travailleur dans un livre que je trouve absolument impossible à lire, qui passionne tous les Jungeriens, que je trouve d'un ennui pesant, dont je ne peux pas mesurer la portée philosophique exacte. Mais on ne sait pas s'il décrit quelque chose qui advient, quelque chose qui est bien, ou quelque chose qu'on doit aimer ou accepter parce que ça advient. La confusion du normatif et du descriptif est absolument permanente chez lui. Il en va ainsi pour le totalitarisme, il en va ainsi pour la guerre. Il n'y a pas de point transcendant d'où il juge et son propre comportement et l'évolution des sociétés. Quand il porte des jugements négatifs, il les porte d'une certaine manière par l'effet de l'instinct. Par exemple, il déteste l'étoile jaune. On le voit dans son journal de guerre à Paris. Il déteste la persécution des Juifs. Il a été sans doute l'un des premiers anciens du 73e régiment hanovérien à démissionner de l'association des anciens quand on a exclu ses camarades juifs au moment de l'arrivée du nazisme. Il déteste ça, mais il le déteste de manière instinctive. Il ne le déteste pas pour des raisons transcendantes. Quand il parle de Hitler ou de Goebbels, il les déteste parce qu'il les déteste. Enfin, il n'a pas ces détestations qui, par parenthèse, vont toujours dans le bon sens, qui ne vont pas dans le mauvais sens, sont des détestations instinctives. Et par ailleurs, il ne dispose pas d'un point de vue transcendant
pour juger le monde. Ce qui fait que chez lui, la confusion entre ce qui est juste et ce qui advient est pratiquement permanente. Ce qui, quelquefois, met très mal à l'aise et aussi rend extrêmement difficile de porter un jugement sur lui. Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, il n'est plus question pour Junger de se battre dans l'enthousiasme. Il considère pourtant, avec Morgue, que c'est sur le front que l'on trouve le moins d'individus dont le contact est répugnant. Une action héroïque, le sauvetage d'un soldat allemand, lui vaut une nouvelle décoration. Ce sera le seul fait d'armes de ce second conflit. Rapidement occupant, il se montre magnanime avec les prisonniers français, organise même l'évasion de l'un d'eux. Cordial, respectueux dans les familles où il loge, on dira à un moment de lui qu'il a inspiré le personnage du roman de Vercors, Le silence de la mer. Et puis, affecté à Paris, il va continuer d'écrire son journal. Gilbert Merliot, universitaire. Quand il était ici en occupation, il avait essayé de bien profiter de la vie parisienne en fréquentant des écrivains qui étaient plutôt vichysois. Il n'a pas fréquenté, donc il choisissait quand même ses fréquentations. Bon, peut-être les autres n'ont-ils pas voulu le fréquenter, ce n'est pas impossible. Je sais qu'il y a un homme qui était plus ou moins de gauche, qui a eu quelques contacts avec lui, c'était Picasso. Mais disons qu'il avait un poste qui lui donnait cette possibilité à l'état-major allemand auprès de Otto von Stülpnagel, et il a profité des femmes, des bars, des bons vins, et de la vie nocturne de Paris, de la vie littéraire, etc. Paris, 13 novembre 1941. Le soir, au Georges V, j'ai apporté au colonel Speidel les maximes de René Quinton. Comme il me demandait d'y inscrire quelque chose, j'ai choisi la phrase « La récompense des hommes, c'est d'estimer leur chef ». Sous son égide, nous avons formé ici, à l'intérieur de la machine militaire, une sorte de cellule rayonnante, de chevalerie spirituelle. Nous tenons nos réunions dans le ventre du Léviathan, et cherchons de plus à garder notre attention et notre cœur disponibles pour ceux qui sont faibles et sans protection. Est-ce que vous avez lu, Georges Arthur Goldschmidt, le journal de Junger durant la Seconde Guerre mondiale ? J'en ai lu quelques fragments, non. Je sais qu'il y a des choses tout à fait mais c'est... Alors là aussi, c'est quand même l'esthétisme contre la réalité. Il se balade dans Paris, il ne voit rien. Il y a une très grande politesse, il y a cette histoire de juifs qui laissent le trottoir, ou je ne sais pas quoi, les anecdotes comme ça. Mais a-t-il saisi la réalité terrible qu'il ne vivait pas? Il vivait dans le milieu chic, hein, et keine Ahnung, il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire la vue à distance, ça, l'élégance. Quand on est élégant, on ne voit pas. L'élégance rend aveugle. Et là, il était parfaitement aveugle. Son journal, dans le mur où je l'ai lu, est tout à fait élégant. Au siège du commandement militaire à Paris, l'hôtel Majestic, Junger prépare une hypothétique invasion de l'Angleterre. On l'affecte également à la censure des lettres envoyées par les soldats allemands à leurs familles, tâche qu'il dit accomplir le plus possible en leur faveur. C'est alors qu'il apprend que son fils est incarcéré, précisément pour avoir tenu des propos infamants contre Hitler dans l'école de cadets de marine où il est alors étudiant. Il avait dit, si on pend Hitler, je suis prêt à aller pieds nus à Potsdam pour être le premier à tirer sur la corde. Ça relève de la peine de mort. Hein. Il est emprisonné, et donc Junger, qui est à Paris à ce moment-là, est averti par sa femme, et il demande une permission qu'il obtient, et il se rend à Berlin, dans la prison. Donc là, il met toutes ses décorations de la guerre de 14, il descend dans la prison, et il dit « Il n'y a que dans cet endroit que je porte dignement mes décorations ». Et il discute avec le gardien de la prison qui lui dit « Mais vous savez, il y en a d'autres qui ont été fusillés pour moins que ça. » Et donc Junger fait jouer ses relations
C'était quand même le grand héros de la guerre de 14. Et son fils est libéré, mais il est envoyé dans une expédition en Italie. Et là, il est malheureusement il est tué par un coup de feu. Et donc pour Jung, ça a été absolument terrible, mais en même temps, il admire son fils d'être tombé sur un champ de bataille, parce que pour lui, ça reste toujours très important. Et d'ailleurs, le curé Nibel, qui l'a converti au catholicisme, m'avait rapporté une réflexion à propos de son deuxième fils, Alexandre, qui lui s'est suicidé suite à une longue maladie. Et Ernst Jung lui aurait dit... C'est en partie grâce à son potager qu'il se nourrit. En retrait du monde, il se définit comme anarque. Alors l'anarque, pour lui, c'est une espèce d'individualiste forcené. Julien Hervier. C'est quelqu'un qui ne veut se laisser prendre à aucun des pièges de la société. Et là, vous retrouvez le personnage à la Rimbaud de sa jeunesse. Et l'anarque ne se met pas en opposition frontale à la société. Il reste individualiste. Pour Jung, les anarchistes, ils font des partis, ils militent en bande, et finalement, ne sont pas du tout des individualistes. Avec beaucoup d'acuité, de précision, mais qui en même temps s'observe observateur. Et je crois qu'on retrouve ça à peu près à tous les stades de sa vie et de sa production littéraire. Il y a clairement chez lui, on le voit à tout moment dans le journal, une sensibilité extrême, et même d'ailleurs on le voit dans les correspondances que cite Hervier. Et en fait l'idée que s'il n'y avait pas cette indifférence, il en paierait le prix par une dépression totale ou la folie, vous voyez. Mais ça touche aussi à autre chose, qui est que, encore une fois, il n'y a rien de transcendant chez Junger. L'autre, il est là, quoi. Il existe, il est de temps en temps agréable, de temps en temps pénible. Quelquefois, c'est un ami, quelquefois, il trahit. Mais il n'est pas là comme le signe de quelque chose. Et en particulier, disons le mot, il n'est pas là comme le signe d'un amour de Dieu pour sa création, par exemple. Malgré le mal, malgré l'horreur, malgré la Shoah, malgré tout, cette pensée est complètement étrangère à Junger. Au fond, il est resté, dans les pires moments, un nihiliste, dans les meilleurs moments, un agnostique. Et d'ailleurs, vous savez, on a souvent dit qu'il s'était converti au catholicisme à la fin de sa vie. Il y a un passage très intéressant dans le livre de Hervier là-dessus, où Hervier explique avec une grande franchise et une grande simplicité qu'en fait, il s'est converti parce que il aimait bien son vicaire, qu'il était dans une paroisse essentiellement catholique, qu'il s'entendait bien avec tout le monde et que c'était plutôt le type de messe d'enterrement qu'il souhaitait, mais sans que ça ne signifie quoi que ce soit sur l'idée d'une forme de transcendance quelconque. Il n'y en a pas chez lui. Et c'est très difficile. C'est un homme sensible, infiniment sensible, dépourvu des consolations de la transcendance, si je puis dire, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enferme en lui-même. À partir de 1950, Junger s'installe définitivement dans le petit village de Wilflingen, en Forêt-Noire. Il teste la mescaline à des doses importantes, puis le LSD. Wilflingen, 7 février 1970. 10h25. Pas de lime pour ouvrir les ampoules. Il a fallu la faire chercher au village. LSD, Ernst Junger, 150 gamma, soit 0,15 mg. Dissous dans un petit verre d'eau. Légère fluorescence. N'a le goût de rien. Le rien est une chose périlleuse. Bon voyage. 10h45. Commence à ressentir l'effet. Crampes dans les épaules, lassitude. Plus somatique encore. Tourne-disque, Mozart. 10h55. Concerto en do majeur pour flûte et harpe. Une mésange bleutée passe devant la fenêtre. Entend-elle quelque chose ? On entend tout quand on descend assez profondément dans la clé. C'est une seconde partie de vie qui s'ouvre à présent pour Ernst Junger. Avec sa deuxième femme, Liselotte, il s'installe dans une grande stabilité et cultive son jardin. Lui qui déteste les touristes voyage de plus en plus.
partout, attentif aux couleurs, aux matières, au culte des pays qu'il visite. Il s'y ouvre également, en gastronome, à de nouvelles saveurs. Et puis il y a l'entomologie, sa chasse subtile, à laquelle il consacre un ouvrage en 1967. Car de plus en plus, c'est la nature, son observation, sa préservation, qui constitue le centre de ses préoccupations, devenant ainsi un écologiste avant l'heure. François Sureau. Moi, je crois qu'il y a deux choses dans son rapport à la nature. Il y a d'abord une porte d'entrée sur le monde, chez un homme qui n'en avait aucune autre, puisqu'il se refusait en effet à la transcendance et à l'ensemble des conséquences interprétatives qui découlent d'une adhésion à la transcendance, quelle qu'elle soit. Donc c'était sa porte d'entrée sur le monde, il le dit très bien, d'ailleurs on ne voit pas le monde de la même manière quand on reste pendant des heures. Il y a dans le Voyage Atlantique un très beau passage là-dessus, devant un buisson où on regarde, vous réduisez le monde à être ce petit buisson sur lequel vous regardez se poser les papillons, et tout d'un coup le monde vous apparaît différemment, avec une profondeur, avec une dimension absolument insoupçonnée qui lui donnait le vertige, je crois. Et ça, c'est vraiment pour lui, le naturalisme était vraiment pour lui certainement une manière d'être au monde. À la fin de sa vie, il m'a raconté une histoire assez drôle. Vous savez que le président Mitterrand aimait aller le voir. Alors ici, les médias français, qui sont assez souvent assez flatteurs à l'égard des puissants, encensaient cette conversation de deux très grands esprits. Le président cultivé, l'un des derniers qu'on ait eu, et Junger, le vieux sage des lettres, réfugié dans la forêt noire. En réalité, Junger se demandait absolument pourquoi Mitterrand allait le voir. Et il m'avait dit une ou deux fois, je ne comprends pas bien pourquoi. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi il venait me voir. Et puis j'ai fini par le comprendre. Alors je lui pose la question, mais pourquoi il venait vous voir? Et au bout d'un moment, nous n'avions pas, vous savez, de conversation très, comme on dit, culturelle, me dit Junger. Et pourquoi? Parce que d'après lui, Mitterrand était un esprit assez peu cultivé, qui ne connaissait en fait de littérature qu'une partie médiocre de la littérature du 19e siècle, qui pour le reste était d'une assez grande inculture. Je trouvais ça d'ailleurs, cette formule assez marrante, parce que vous savez, on présente en général Mitterrand comme un esprit abyssalement cultivé, alors que lui expliquait que certes, il pouvait citer Laurent Taillade et qu'il connaissait Léon Bloy, mais que ça suffisait pas à faire un homme véritablement considérable. Puis il continue en disant, voilà, au bout d'un moment, j'ai compris, me dit-il, que Mitterrand venait me voir parce que j'étais très vieux et pour me demander des secrets d'immortalité. Et là, je lui ai répondu que ma vieillesse était probablement due à deux choses. La première, c'est que je prenais un bain, dit Junger, tous les matins à la température de l'eau qui coule, ce qui, dans le Harz ou dans la forêt noire, doit être très très froid. Et deuxième chose, je lui ai dit, dit Junger toujours, que j'avais arrêté toute activité politique à l'âge de 25 ans. Et il n'est jamais revenu me voir, ajoutait-il. Tout ça pour montrer le fait que, au fond, Junger avait détesté la politique, l'avait décrite, ou ce qu'il croyait être la politique dans Le Travailleur, mais qu'il n'aimait pas ça, et que pour lui, la nature était un moyen de s'en évader. Est-ce que vous diriez, Georges Arthur Goldschmidt, que Ernst Junger a rapproché, après-guerre, la France et l'Allemagne? Il les a rapprochés dans le mauvais sens, absolument. Dans le sens de l'élégance détachée des contingences de ce monde. C'est l'actuelle affaire Heidegger qui est révélatrice de ça. J'aurais mieux aimé que l'on prenne plus au sérieux Döblin, par exemple. Le grand écrivain Alfred Döblin était colonel de l'armée française. Alors, le rapprochement pouvait se faire par d'autres voies que celle-là. Pourquoi ne s'est-il pas fait à travers les textes qui ont sauvé l'Allemagne, pour moi, la Rose Blanche, qu'on avait beaucoup lu, dont personne n'a jamais parlé, le grand groupe des enfants Scholl. Pourquoi faut-il que le rapprochement, qui d'ailleurs est dans l'intimité des deux pays, l'un n'existe pas sans l'autre, pourquoi faut-il passer par l'élégance du boulevard Saint-Germain? Je ne comprends pas. François Mitterrand, en tous les cas, l'a reçu souvent à l'Élysée et a publiquement parlé de son estime pour Junger. Mais il avait tout à fait rien, sauf que, est-ce vrai, est-ce pas vrai? Il paraît que quand il allait le voir là où il habite, Junger lui a monté un casque français avec un trou dedans, en disant ça, c'est nous. Moi, je serais parti immédiatement. Monsieur le Président de la République, à plusieurs reprises, vous avez témoigné à Ernst Junger un intérêt officiel. Vous lui avez rendu visite avec le chancelier fédéral chez lui à Wilflingen. Vous l'avez reçu au palais de l'Élysée.
quelle signification donner à cet hommage officiel? Pas d'autre signification, ce n'est pas un hommage officiel. C'est un homme et un écrivain qui m'ont toujours intéressé. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, le chancelier Kohl le connaissait. Il a répondu à ma curiosité en me conduisant jusqu'à la maison d'Ernst Junger en Bavière. Et j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Ernst Junger à Verdun, au moment des cérémonies très importantes qui ont marqué un élément, je le crois, assez décisif du rapprochement franco-allemand. Mais ne peut-on pas craindre que l'intérêt que porte le président de la République, ajoute aux contresens nombreux qui entourent sa personnalité? Quel contresens? Dites-moi. Il y a 1000 Junger qui sont contestés en Allemagne, souvent en France. Je sais, oui, on m'a dit cela, oui. Et il me semble que je ne suis quand même pas le seul à aimer son œuvre et être intéressé par le personnage. Par exemple, Günter Grass a fort mal pris la... Oui, je sais. Ce sont, j'imagine, des querelles d'écrivains. J'ai eu grand plaisir aussi à connaître Günter Grass. Peut-être Ernst Junger en a-t-il éprouvé du mécontentement. Junger, au fond, pour l'aimer, il faut qu'à un moment de votre vie, il vous ait apporté quelque chose. Ce qu'il apporte quand on le lit, surtout, je dois dire, le journal, en ce qui me concerne, c'est une espèce de mise à distance des événements et de mise à distance de soi-même, qui n'est pas du tout une sorte d'impassibilité glacée, néo-goethéenne, mais qui est quelque chose de très profond, de très humain, et dans lequel, je crois, beaucoup de personnes qui l'ont lu ont trouvé, d'une certaine manière, une consolation pour leur détresse. Et c'est pour ça qu'il frappe, en réalité. Il frappe par quelque chose qui est toujours caché et toujours affleurant chez Junger. C'est en réalité son côté profondément maniaco-dépressif. C'est-à-dire, c'est un homme qui, visiblement, a éprouvé de manière aiguë la difficulté d'être au monde, et qui, après avoir trouvé ou tenté de trouver une issue dans la guerre, a essayé de trouver ensuite une issue dans une sorte de construction d'un face-à-face avec le monde, d'une nature tout à fait particulière, absolument étrange, et qui, bizarrement, donne un effet très bénéfique souvent à la lecture. Enfin, c'est une lecture consolante. Je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi. Et je crois que c'est la raison pour laquelle les gens l'aiment. Dès lors que les gens l'aiment pour une raison aussi profonde et aussi sensible, au fond, les positions politiques qui sont les siennes, qui ont été les siennes à un moment, notamment dans sa jeunesse, sont un peu indifférentes. Elles paraissent comme extérieures à ça. Comme si lui-même avait voulu, d'une certaine manière, se préserver de tout, y compris de ses propres opinions politiques à partir d'un certain moment de sa vie. Et ça le rend très proche à des gens même qui politiquement sont extrêmement éloignés de lui. Paris, 22 février 1942. Les livres. Il est beau d'y trouver des pensées, des mots, des phrases, où l'on sent que le récit, tel un sentier savamment tracé, conduit le lecteur par de vastes forêts inconnues de lui. Il est ainsi guidé à travers des régions dont les confins lui restent cachés. De temps à autre seulement, comme un souffle embaumé, la révélation d'une surabondance déferle sur lui. Il faut que l'auteur nous apparaisse comme un homme qui puise dans des trésors illimités. Et tandis qu'il nous paie comptant en espèces sonnantes, il fait en sorte que s'y mêlent des pièces d'une frappe étrangère, doublons, sur lesquels on distingue les armes d'empires. Lascar, stagiaire Marie Huet, une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Lionel Quentin, disponible en podcast pendant 1 an, comme c'est le cas pour tous les numéros précédents. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, nous partirons pour le Pays de Galles sur les traces du poète Dylan Thomas. Rendez-vous donc samedi prochain à 16h, mais dans un instant sur France Culture. C'est avec Augustin Trapenard que vous avez rendez-vous pour le Carnet d'Or.